Puis je pense un des grands enseignements que les gens burn-out vont comprendre, c'est qu'ils ont sacrifié une bonne part de leur vie privée personnelle pour le travail. À quoi ça sert? Et ils ont sacrifié leur santé pour leur travail. À quoi ça sert? Il y a un endroit où ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ouais, Et ouais. c'est toujours au détriment de quelque chose quand on surinvestit un des domaines. Mmh. Bienvenue dans La forêt qui pousse, l'émission des multipassionnés qui changent le monde. Et donc aujourd'hui, je suis avec Catherine Vazé. Bonjour Catherine. Bonjour. Et donc Catherine est psychologue, gestalt thérapeute et auteure de plusieurs livres sur la question du burn-out et plus largement de la santé au travail, du bien-être au travail. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler burn-out et notamment qu'est-ce qui fait qu'on peut être particulièrement sensible au burn-out quand on est engagé, écolo et qu'on s'intéresse à voilà, plein de sujets, qu'on est curieux de nature. Et donc, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on peut être sensible à ça? Et puis aussi, derrière, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le burn-out ou quand on l'a vécu, comment on peut se reconstruire. Voilà, donc vaste sujet aujourd'hui avec Catherine. Bon, et donc du coup, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Et est-ce que ça peut être confondu avec autre chose? Alors, le burn-out, en français, on va dire épuisement dû au stress chronique au travail. Donc, il y a un lien entre le stress chronique et le travail, dont les causes principales du stress sont à identifier dans la sphère professionnelle. Après, je dis toujours, pour moi, le burn-out, c'est pas tellement un problème de stress ou de mauvaise gestion du stress, c'est toujours un problème de manque de récupération suite au stress. Donc, et en traitement et en prévention, on va mettre l'accent sur le mode récupération active, pas repos, mais récupération active. De la même manière qu'un sportif d'élite, il va faire un petit jogging ou un certain nombre d'activités physiques suite à une compétition dans une idée de récupération active. Hmm. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le burn-out, ça a été longtemps confondu avec un problème de dépression, une maladie psychiatrique, psychique. Et puis, à l'heure actuelle, on a des examens qui le prouvent. C'est d'abord un épuisement physique. Donc, c'est au niveau du corps qu'il y a quelque chose qui se dérègle, et notamment au niveau du système nerveux autonome, parasympathique, sympathique. Donc, c'est en fait le sympathique qui est tout le système de stress dans l'organisme, qui est la pédale d'accélérateur de notre corps, Hmm. et le parasympathique qui est la pédale de frein qui nous fait récupérer. Et dans le burn-out, euh, ces deux systèmes, des systèmes hormonaux mais aussi physiologiques, sont atteints. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de stresser ou de s'agiter ou de se concentrer, etc. Mais on n'est plus non plus capable de récupérer. Hmm. Cette dimension physique, elle est à mettre en avant parce que dans l'historique du burn-out, on a vraiment tellement confondu les deux pendant des années et c'est encore le cas. On va encore trouver des gens qui vont dire oui, mais le burn-out, c'est un problème psychique, psychologique, c'est parce qu'on est fragile psychiquement, alors que ça l'est pas. C'est pas du tout le cas. Les Hmm. gens qui sont le plus à risque, c'est des gens qui ont plutôt un profil de type fort, dans le sens où ils sont tout à fait capables de bien gérer le stress habituellement. C'est des personnes engagées dans leur travail, qui ont souvent un idéal fort. Ça, Hmm. c'est pour répondre aussi à votre question. Oui, c'est important, je crois, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Bien Ouais. sûr que c'est un risque supplémentaire,
Mmh. quelqu'un pour qui le travail n'est pas important, qui n'est pas engagé dans son travail, puis qui fait ça pour des raisons juste de salaire, il n'aura pas le problème du burn-out. Il risque pas le burn-out, en fait. Donc, c'est OK. parce que le travail est central, parce qu'il y a un investissement aussi, une intention de bien faire, Mmh. euh, un idéal à atteindre, donc qui nous fait nous dépasser sans arrêt et qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Ouais. Après, il y a une deuxième dimension peut-être aussi par rapport à votre question, mais pourquoi alors on serait plus à risque, votre population de la forêt qui pousse? Peut-être que parmi vos auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui seraient plutôt à haut potentiel intellectuel, d'où la curiosité, d'où cette réflexion de fond aussi hein, sur l'écologie, sur une autre manière de vivre, pour certains des pionniers hein, dans une forme d'originalité de vivre aussi. C'est ça que ça amène. Donc ça ferait aussi penser à cette particularité des personnes à haut potentiel. Qui dit haut potentiel, ça ne veut pas dire super intelligence, c'est pas ça qu'il y a à voir. C'est plutôt autre fonctionnement, un fonctionnement hors norme. Et puis il y a toujours cette recherche d'un ailleurs, plutôt que d'être dans une convention sociale, à respecter un certain ordre social. C'est plutôt la recherche d'une originalité, la curiosité d'aller ailleurs. Et puis en ce sens-là, c'est tout à l'honneur des personnes qui sont très actives pour changer finalement de mode de société, parce que ça demande cette hors norme. Mmh. Sinon, vous seriez dans un job conventionnel à faire comme tout le monde, dans un certain confort, parce que notre cerveau, il va toujours chercher la loi du moindre effort, donc le confort. Mmh. Donc, se conformer aussi à quelque chose qui serait de l'ordre de la routine. Ouais. Donc, Cette manière de penser ou cette façon d'être plus hors norme va faire que vous allez être beaucoup plus au front aussi par rapport à des obstacles, des difficultés, des efforts à faire en fait. ouais, ouais, OK. Et alors, qu'est-ce qui fait finalement, qu'est-ce qui peut alerter sur le fait que c'est un burn-out et pas, un petit coup de fatigue, ou une dépression? Et parce que j'imagine que c'est important aussi de pouvoir identifier, nommer ce que c'est pour aller trouver les solutions adaptées derrière? Oui. Ah, Donc il y a une chose importante, il y a une histoire de temps. Ça veut dire que le stress chronique, il devient dangereux pour notre corps après 6 mois de stress chronique sans récupération suffisante. mmh, Donc, première question à se poser, c'est voilà, j'ai dépassé mes limites, je vois qu'il y a des symptômes de stress, je suis tendue, je suis préoccupée, etc. J'ai moins de ressources dans ma vie privée parce que je travaille trop. Depuis combien de temps ça dure? Si ça fait juste 2 mois, on va dire, c'est pas grave parce que c'est facile de récupérer pour le corps. Si ça fait plus que 6 mois, alors là, il y a un risque. Parce qu'il y mmh, a un processus, c'est vraiment un processus physiologique qui va se mettre en place. Après 6 mois, là, le risque il est vraiment important. La plupart des gens qui font un burn-out, ça fait 1 année et demie, 2 ans qu'ils subissent un stress chronique. Donc, c'est OK. vraiment une histoire de temps. Mmh. Et Et puis, alors juste pour creuser un petit peu, parce que stress chronique, qu'est-ce que c'est? Et notamment pour des personnes qui auraient tendance à minimiser, à se dire, «Non mais bon là c'est une petite fatigue», comment on sait en fait que ça fait 6 mois qu'on est dans du stress chronique? ouais, alors, donc, il y a différents symptômes qui vont présenter quand on est sous stress. Un moins bon sommeil, Ouais. des tensions dans le corps, une fatigue de tension, ça veut dire une fatigue dans laquelle on va avoir la tête surchargée et que si on essaye de dormir, on n'y arrive pas parce que le corps est très tendu. Et ça c'est très, très, très significatif. C'est comme si le travail prend de plus en plus de place dans notre vie, comme si Mmh. ça grandit, ça va se manifester en termes de rumination, d'inquiétude, de pensées du professionnel qui sont obnubilantes. Je suis avec mes amis tranquille, puis non, je peux que parler travail, ou bien je me préoccupe du travail alors que Mmh. j'aimerais pas longtemps avec ma famille ou mes amis. Ouais, Euh, ça prend je toute la fais- place. et puis,
un manque d'efficacité dans le temps aussi. Ça veut dire que plus on entre dans ce processus de stress chronique, plus il va y avoir des dysfonctionnements au niveau aussi de notre mental, l'intellect. On parle souvent pour le burn-out d'épuisement émotionnel. En fait, oui, mais on ne parle pas assez de l'épuisement intellectuel que ça va provoquer. Puis ce que ça va faire que les gens, ils travaillent de manière intense, mais ils ne travaillent pas avec la même performance que d'habitude. Et puis, ils vont devoir travailler plus d'heures pour faire le même rendement. Donc, ça veut dire que les heures supplémentaires, ça va être un indicateur, des heures supplémentaires pour compenser l'inefficacité. Et puis, Ouais. il y a un autre processus qui se met en place très souvent, à un moment donné, c'est que la personne se rend compte qu'elle travaille moins bien qu'avant, elle commence à douter de ses compétences, elle commence à remettre en question ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle sent bien que, oula, mais je pourrais faire des erreurs, parce que je n'arrive pas à me concentrer, j'ai des pertes de mémoire, je ne suis pas comme d'habitude. Et puis, elle va faire des autocontrôles de plus en plus fréquents. Donc, elle va relire 3 fois ce qu'elle a fait pour être sûre qu'il n'y a pas de faute. Elle va prendre plus de temps pour faire les choses encore parce qu'il y a tous ces autocontrôles qui vont se mettre en place. D'autant plus si le travail, il y a des risques si on faisait des erreurs. Comme par exemple, j'avais suivi une médecin pédiatre qui relisait toutes ces ordonnances, elle devait les relire 3 fois pour être sûre que ce n'était pas trompé dans le dosage, etc. Il y avait beaucoup de conséquences, donc elle en était consciente. Et ça lui mettait beaucoup de pression. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce stress chronique amène à une forme d'inefficacité au travail qui met encore plus de pression sur la personne. Et oui, c'est un vrai cercle infernal en fait. Oui, exactement. Ok. Puis peut-être autre chose qui serait à dire, à nommer, peut-être, c'est euh, quand on est sous stress, on n'a pas le même état d'esprit que quand on est détendu. Ça veut dire que quand on est sous stress, il y a un système qui va nous mettre en alerte à l'intérieur, puis c'est un système instinctif. Hein. Tout ce qu'on parle là, c'est le système archaïque du corps. Hein. Donc, Ouais. c'est comme du temps de l'homme des cavernes, il stressait parce qu'il y avait un danger imminent. Alors, on va se sentir la même chose, et puis on va pointer dans notre environnement tout ce qui pourrait être l'ordre d'un problème à résoudre, d'un obstacle, d'une difficulté. Et on va plus voir le monde de manière équilibrée en profitant des choses qu'on a peut-être réalisées, du positif, etc. Et puis oui, il y a des choses encore à améliorer, mais l'un dans l'autre, ça, il y a un équilibre. Quand on est sous stress, on va que voir, et de plus en plus, tout ce qui pose obstacle, tout ce qui est difficile, tout ce qui n'est pas résolu. Et on ne voit pas tout ce qui a été résolu et qui, du coup, il y a vite des scénarios catastrophes qui peuvent arriver et puis une incapacité finalement à récupérer, à se détendre parce qu'il y a toujours quelque chose à penser qui est inquiétant. Ouais. Ouais, bah, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent là. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire justement à toutes ces personnes qui vivent ça en ce moment même? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Oui, alors il y a en fait il y a des mesures à mettre en place. Moi j'appelle ça le kit de survie. Hein. Ça veut dire qu'il y a des mesures qu'on va mettre en place spécifiquement parce qu'on a dépassé nos limites, qui dépassent même la prévention parce qu'on est déjà en déséquilibre. Du coup, on va devoir agir rapidement. Puis en ce sens-là, il y a première chose à faire, c'est préserver le sommeil. Euh, Même heure de coucher, même heure de réveil, tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés. Hein. Ça veut dire que c'est la régularité qui compte par rapport à renforcer le sommeil. Et alors, juste pour préciser par rapport à ce point-là, peut-être pour les personnes qui pourraient être inquiètes de ça, de se dire mais mince, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. J'imagine que c'est sur une période donnée, c'est pas pour toute la vie. Oui. Pour les rassurer un peu quand même. Et on réagit toujours, les gens réagissent toujours quand je dis ça. Ah, mais c'est pas drôle. Oui, mais Bah alors, oui. quand je vais voir mes amis, ma vie sociale, etc. Là, on est dans le kit de survie. Ça veut dire que je suis en déséquilibre et j'aimerais rétablir un meilleur équilibre. Et ça va durer un certain temps. Après, on ne peut pas savoir combien, ça dépend de ce qui se passe dans le travail aussi. Hein. C'était la Mais question que j'allais poser. Est-ce que ça se compte plutôt en jours, en semaines, en mois, en années? on ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépend du degré de gravité, finalement de l'épuisement.
Ça dépend aussi de ce qui se passe dans le travail, parce que ça peut arriver que peut-être quelqu'un il a un projet à mener, il y a un délai, et puis que bah, le délai final, c'est dans 3 mois, donc il sait que pendant 3 mois, il va être absorbé par ça. Et quand on sait qu'on a des périodes comme ça, c'est comme pour les sportifs, quand ils font les Jeux Olympiques, ils se préparent pour les Jeux Olympiques, et puis quand ils sont dans la compétition, ils vont mettre tout en place pour avoir la meilleure performance. Donc ils vont essayer de bien dormir, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, etc. Et ils vont peut-être pas aller boire des bières avec les copains, mais ce sera après. Et du moment où la période de stress, de surcharge est finie, à ce moment-là, bah, il y a une autre, on peut se permettre peut-être d'aménager des choses différemment. Mais quand on perd le sommeil, on perd un des modes principaux de notre récupération. Donc, Hmm. c'est extrêmement important de savoir déjà aussi comment bien dormir. Là, je vous ai cité une chose, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place pour préserver le sommeil. Euh, donc ça, c'est un des points qui est très important. Le deuxième, c'est se défouler. Quand Hmm. on est dans une période de stress, souvent il y a beaucoup de tensions à l'intérieur. Ça veut dire que les tensions vont s'emmagasiner dans notre corps au niveau musculaire. Et l'idée, c'est comment on va faire pour éliminer cette tension, la mettre à l'extérieur de soi. Et Hmm. ça peut se faire que en étant en mouvement et dans une idée de lâcher ces tensions dans ce mouvement. Ok, donc ne pas céder à la tentation de rester dans sa tête, à s'occuper de problèmes cérébraux, mentaux, mais plutôt aussi redescendre dans le corps Je et puis dirais, bouger. c'est en particulier le cas pour les personnes à haut potentiel qui vont être, où le mental est très fort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est au niveau mental. Plus il y a du stress, plus l'énergie va rester au niveau mental pour Hmm. réfléchir. Puis souvent, bah, ces personnes-là vont occuper aussi des postes où il y a beaucoup une complexité aussi intellectuelle à faire face. Et Hmm. puis pour ça, c'est très important de régulièrement redescendre au niveau du corps, pas seulement au niveau émotionnel, mais aussi au niveau du corps, de retrouver cette capacité de... Quand je dis se défouler, ça peut être arracher les mauvaises herbes dans le jardin, ça peut être assister à un match de foot dans la foule, et puis on crie, on se lève, on chante. Tout ça, c'est un mode pour se défouler. Éclater de rire, ça permet aussi de lâcher des tensions. Il y a beaucoup de modes, mais le principe de base, c'est se mobiliser beaucoup au niveau physique. Hmm. Si possible dans la nature, parce que la nature est beaucoup plus régénérante qu'à l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est une des choses, se défouler. Une autre chose, c'est cadrer les ruminations mentales. Donc, quand on est en train de travailler, on travaille, on se concentre sur ce qu'on fait. Quand on est hors travail, il faut éliminer toute cette partie-là. Mais Hmm. ça veut dire aussi changer de mode, mode de pensée, mode d'efficacité, ou aussi dans le rôle, dans l'identification qu'on peut avoir pour son travail. Donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça pour des personnes qui seraient passionnées pour ce qu'elles font, parce qu'elles existent dans la passion, sont complètement identifiées à une cause, avec un certain nombre de valeurs, etc., ou bien quelqu'un qui est dans une relation d'aide aussi, hein, aider des gens qui sont dans la souffrance, bah, il va avoir tendance à le faire d'autant plus que les gens souffrent en face. Mais ça va être comment faire pour débrancher, se désaffecter régulièrement, ne plus y penser, revenir à soi d'une autre façon. euh, et puis après, on peut revenir à notre passion, peut-être avec un autre angle de vue, aussi avec une autre vision de ce qu'on est en train de faire, Hmm. avec une plus grande sérénité aussi. Ouais. Donc s'autoriser aussi à ne pas culpabiliser, de ne pas être branché H24 à son job, même si c'est une vraie passion, peut-être arrêter d'avoir les mails sur le téléphone ou ce genre de choses. Oui, puis c'est même plus que pas culpabiliser, c'est le faire, c'est la responsabilité de chacun de le faire. Ça veut dire que Hmm. si on est vraiment responsable de notre santé, c'est une nécessité de le faire. Hmm. C'est comme se laver les dents. On est responsable de nos dents, ben, on se lave les dents, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Pour moi, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on doit le faire régulièrement, débrancher du travail pour être plus efficace dans notre travail. Hmm.
Alors, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile si on a des préoccupations ou s'il y a des échéances ou s'il y a des choses qui heurtent nos valeurs, où on va Mm. être pris avec l'émotionnel. Mais c'est peut-être quelque chose à se rappeler, surtout dans une idée de prendre soin de soi, hein, c'est que si je suis trop impliquée pendant trop longtemps puis que ça m'obnubile, la chose qui va m'aider à mieux travailler, c'est lâcher complètement et Ouais. passer à autre chose avec ma tête, Mm, mm. avec mon corps, avec voilà, ma façon d'entrer en relation. On n'entre pas en relation de la même manière quand on travaille avec les collègues qu'avec nos amis, hein. Donc c'est tout ça l'histoire de la récupération active. C'est pas seulement au niveau du corps, c'est aussi qui je suis. Je peux m'identifier, moi je suis psychologue, je peux m'identifier à mon travail, ma profession, être psychologue, mais heureusement que je ne suis pas psychologue avec mes amis. Et puis ça me permet de récupérer. Ouais. Je suis Oui, des dans une apéros, ce serait un peu particulier. Et puis, on peut voir dans les gens passionnés, c'est que ils vont peut-être à des réunions politiques le soir. Ils parlent, quand ils voient leurs amis, ils continuent à parler de ce qui les occupe, C'est parce le que même c'est réseau. Oui. le même réseau. Puis il y a tout ça qui favorise malheureusement le fait que finalement, on ne débranche jamais. Mm. Et ce n'est pas un avantage par rapport au travail lui-même non plus. C'est ça Oui. qu'il faut se dire, on se culpabilise en se disant oui, mais j'ai tellement de choses à faire. Si je ne le fais pas maintenant et que je ne m'en préoccupe pas, je ne vais pas avancer. Mm. Alors qu'en fait, on va être beaucoup plus efficace le lendemain si on arrive à bien débrancher le soir et à bien dormir, etc. Alors là, on va avancer beaucoup plus notre travail le lendemain. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est effectivement un sujet important parce que moi, je vois en tout cas dans le monde et l'univers écolo dans lequel je navigue, c'est très, très valorisé le fait d'avoir un engagement intense, de ne jamais débrancher. euh, enfin, moi, je le vois la première. Du coup, il y a énormément de gens qui tombent, en fait, qui tombent d'épuisement parce que ça s'arrête jamais, en fait. Mm. Donc ça, c'est important, je trouve, de le dire. Puis après, il y a peut-être une notion pour moi, on a des vertus à développer qui peuvent nous aider aussi par rapport à la santé au travail. Une des vertus qui nous est donnée par les philosophes ou les religieux aussi, c'est le contentement, se contenter des choses, plutôt que de toujours vouloir plus, exiger plus. Et ça, quand on est idéaliste, c'est pas si facile à se contenter, hein, de baisser la barre d'exigence aussi par rapport à ce qu'on voudrait. Il y a un idéal, puis c'est bien, ça nous guide comme un phare, mais c'est pas quelque chose qu'on va forcément atteindre. C'est pas le but. Le but, c'est d'être en chemin et se contenter de chaque étape. Puis là, il y a peut-être quelque chose qui peut revenir à soi. Une des autres vertus, c'est l'humilité, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Ça veut dire revenir à sa terre. Ça veut dire revenir à sa place, à sa juste place aussi. C'est pas prétendre ou se dire je vais sauver le monde. Moi, à l'époque, quand j'avais 21 ans, je voulais sauver le monde. Eh ben, j'ai fait un burn-out. Ça n'a pas de sens. C'est comment trouver notre propre place. C'est aussi l'histoire du colibri, hein, de chacun joue son rôle avec ses compétences, son potentiel et sa juste place. Mm. Donc ça, c'est des choses qui sont des notions qui sont un peu développées, qui vont dans le sens de l'écologie et que je trouve juste. Je pense qu'il y a un mouvement, il y a un besoin de notre société qui pourrait aller dans ce sens-là, qui va à l'encontre de la société de consommation, mais il faut aussi pouvoir l'appliquer dans notre façon de travailler, de notre façon de nous impliquer dans le nombre de gens qui sont écologistes et puis qui vont être dans une dureté avec eux-mêmes, Mm. de s'obliger à des choses qui ne sont pas dans l'ordre de la bienveillance. Donc, Ouais. c'est revenir à baisser la barre, revenir humblement à qui on est en tant que femme, en tant qu'homme, avec notre passé, nos expériences passées aussi, et puis avec l'élan intérieur qui nous habite, et à Mm. suivre cet élan intérieur aussi dans une forme de sincérité. Ouais. Oui, donc plutôt que d'essayer de vouloir changer le monde tout seul, plutôt de se dire, bah voilà, je contribue au monde et on est plusieurs à contribuer au monde et en fait, il y a un élan collectif et je porte pas tout ça seul sur mes épaules. Mm. Ouais. Ok, super. Et donc, du coup, là, on a parlé finalement pas mal de ce qui peut alerter
et ce qu'on peut faire quand on est dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en prévention quand on est dans un climat, par exemple, professionnel, associatif, familial, de manière large, où il y a beaucoup d'engagement et où on voit les gens tomber les uns après les autres, ça arrive assez souvent, et de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en prévention? Oui, alors la prévention, c'est déjà d'être bien informé de ce que c'est le burn-out, des risques. Est-ce qu'on est à risque et quels sont nos facteurs, notre terrain favorable? De bien le connaître, puis d'aménager des choses qui vont nous préserver par rapport à ça. Euh, Après, le grand pôle pour moi de la prévention, c'est ce que j'ai dit avant, hein, c'est la récupération active. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de s'investir intensément dans les choses, mais il faut être conscient qu'il faut régulièrement débrancher. C'est comme une respiration, on ne peut pas faire que inspirer, 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 et à un moment donné, on peut prendre l'air. Il faut Oui. vraiment en alternance et Mmh. régulièrement se rappeler, ah voilà, j'ai fait tout ça, il y a encore tout ça que je vais devoir faire comme travail, mais je laisse tomber les choses pour l'instant et je prends soin de moi, Mmh. etc. Je fais autre chose, je change d'angle de vue, que sais-je. Puis c'est pas une histoire de vacances, hein, c'est vraiment une histoire de changer l'intérieur, changer notre façon d'être en fait. Euh, et puis je reviens à moi, à mes propres besoins aussi, je prends soin des choses qui sont importantes pour moi. Donc Mmh. ça c'est de manière générale un peu les grandes lignes. Après, ça va dans le sens aussi d'être peut-être plus de se contenter des choses qui sont peut-être plus réalistes, hein. C'est que quand des fois, on a une vie bien remplie avec plein de rôles à la fois. On a un travail qui nous passionne, on est peut-être parents avec des enfants qui ont besoin de nous aussi. On est peut-être en couple, donc le couple, la relation de couple, elle a besoin d'être cultivée. On ne peut pas non plus en profiter, en tirer profit, puis pas nourrir la relation de couple. Peut-être qu'on a des parents vieillissants qu'on doit aider, peut-être d'autres proches, etc. Donc, en fait, on a Une vie différents. associative riche aussi, Il imaginons. y a face quand même si on est intense de notre vie, on va faire face à beaucoup de choses qui ont besoin de notre attention, de notre énergie. Puis l'idée, c'est de bien faire attention de comment on répartit notre énergie dans ces différents domaines. Mmh. Si j'investis tout dans mon travail, ce sera toujours au détriment d'autres parties de ma vie. Si quelqu'un qui se surinvestit dans son travail, aussi important qu'il soit, il va devoir sacrifier une part de son énergie qu'il ne va pas consacrer ni à son couple, ni à ses enfants, ni à sa famille Mmh. ou à sa famille. Et Oui, donc encore il y a un moins, choix conscient à faire à un endroit, peut-être de se dire: «Où est-ce que je mets mon temps? Où est-ce que je mets mon énergie, mon attention?» Parce que, bah, on est aussi limité en temps, en énergie, on ne peut pas être partout en même temps. puis je pense un des grands enseignements que les gens burn-out vont comprendre, c'est qu'ils ont sacrifié une bonne part de leur vie privée, personnelle pour le travail. À quoi ça sert? Et ils ont sacrifié leur santé pour leur travail. À quoi ça sert? Il y a Mmh. un endroit où ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ouais, Et ouais. c'est toujours au détriment de quelque chose quand on surinvestit un des domaines. Mmh. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a des choix à faire, il y a des limites à se poser pour bien répartir notre énergie dans ce qui est important pour nous. Ouais, et dans les Après, choix à ça faire, demande, ça demande de connaître quelles sont nos priorités de vie. voilà, c'est ça, c'est ce que C'est quoi, j'allais dire. c'est quoi Mmh. l'essentiel pour moi, dans tout ce qui me passionne, dans tout ce qui est important pour moi, dans tout ce que les autres attendent de moi. Ah! C'est quoi qui est mes priorités de vie? Mmh. Seraient mes priorités de vie? Et puis ça, c'est quelque chose à visiter, c'est quelque chose à entretenir, à cultiver, à avoir en tête et à suivre aussi. Quand je parle d'élan intérieur, on a tous, pour moi, un chemin de vie unique, et des fois qui peut être très original, qui peut sortir des sentiers battus habituels de la société. Euh, c'est comment aménager ce chemin-là avec ce qui est important pour nous. Et ça veut dire qu'on va devoir poser des limites à d'autres choses. Mmh. Sinon, on est tiraillé et puis on ne peut pas tout faire. Ouais. On peut pas s'investir à 200% partout. On est obligé de répartir notre 100% d'énergie qu'on a au total,
dans les différents domaines. Donc, de baisser la barre, encore une fois, on en est aussi à se contenter humblement de ce qu'on peut faire en fonction de notre équilibre de santé. Ouais, ça c'est vraiment important, je trouve de le préciser, puis peut-être aussi de dire qu'il y a des moments de vie où on peut être un peu plus sur certaines sphères. Je pense notamment aux jeunes parents qui ont des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention. Ça peut être difficile quand on a eu l'habitude d'être très investi dans son boulot, dans sa sphère, associative. Ça peut être très perturbant et de se dire aussi: «OK, il y a des moments de vie où on va les doser». Donc ça, je pense que ça peut être, important de le préciser. Et alors, quand on a préparé cette interview en amont, j'ai appris quelque chose d'incroyable, sur l'après burn-out. Moi, j'étais persuadée, mais c'est mon expérience à moi et puis les personnes que je rencontre qui ont fait, des burn-out, j'étais persuadée qu'on garde des séquelles et que c'était normal, en fait, après un burn-out, et j'ai appris que non. Est-ce que vous pourriez nous en dire, un peu plus? Donc il y a peut-être deux incompréhensions qui sont là, mais aussi, pas seulement chez le tout public, mais aussi chez les professionnels qui suivent les gens en burn-out. C'est que euh, il y a une préparation qui est nécessaire pendant l'arrêt de travail pour se préparer à retourner au travail. Dans les patients que je reçois, ça fait 20 ans que je travaille avec le burn-out, dans les patients que j'ai reçus durant ces 20 dernières années, il y a 80% des gens qui vont retourner au même poste de travail, dans les mêmes conditions difficiles souvent, et ça tient la route. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre individuelle, intérieure, qui ne dépend pas de l'extérieur des conditions de l'entreprise, qui va faire qu'on va pouvoir les révéler, les activer pour se préserver dans un environnement toxique exigeant. Après, sur ces 80% de gens, il y en a une partie qui, dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent, vont peut-être changer de poste, se réorienter, etc. Parce que ça les questionne. Hein, il y a quelque chose qui est en mouvement, en fait. Oui. Que le burn-out, c'est quelque chose qui est à comprendre, pas seulement en termes de je me suis épuisé parce que j'avais trop de travail ou parce que les conditions de cette entreprise, là, ça questionne aussi sur mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je fais un burn-out aujourd'hui, à mon âge, dans ces Mmh. circonstances de vie? Et peut-être que dans certains cas, le burn-out, ça révèle aussi que, en fait, j'ai suivi un certain modèle ou une certaine voie qui respecte pas mon élan intérieur. Puis du coup, il y Mmh. a quelque chose qui frotte et qui me convient pas du tout. De plus en plus, ça m'épuise parce que je suis à côté de mes rails, en fait. Je suis à côté de moi-même, je suis à côté de mes valeurs, je suis à côté de mes priorités ou l'essentiel pour moi, parce que je me suis peut-être pas posé la question, qu'est-ce que c'est l'essentiel pour moi, ou que j'ai pas eu l'occasion. J'ai peut-être suivi, il y a des personnes, ils suivent un cursus normal de sécurité aussi. Les parents leur disent, ah voilà, pour avoir un bon travail, pour être heureux dans ta vie, choisis un travail sécure. Oui, telle entreprise, c'est sécure parce que c'est connu, c'est une bonne entreprise, etc. Puis ils y vont parce qu'ils pensent bien faire. Puis en fait, à un moment donné, ils s'enferment dans quelque chose qui ne correspond pas du tout à leur chemin de vie. Mmh. Et ça, je pense que c'est une question à se poser pour tous ceux qui font un burn-out. C'est qu'est-ce qui fait que je fais un burn-out aujourd'hui dans ma vie et dans mon élan, par rapport à mon élan intérieur, en fait. Et Mmh. ça, c'est complètement indépendant des circonstances dans lesquelles le burn-out s'est déroulé, de l'entreprise, etc. Ouais. Ça, c'est important à bien comprendre quand on vit le burn-out. Et puis l'histoire des séquelles, c'est que c'est les hormones de stress vont faire des dégâts dans notre organisme, et notamment au niveau de notre cerveau. Ça va atteindre et blesser, voire faire mourir certaines cellules de notre cerveau. C'est pour ça qu'on a des pertes de concentration très importantes, perte de mémoire, incapacité à s'organiser, etc. Il y a une atteinte au niveau intellectuel qui est, comme j'ai dit avant, hein, c'est pas assez décrit, c'est pas assez, on n'est pas assez attentif à ça. Et pour récupérer nos facultés intellectuelles comme avant, c'est très important de les réentraîner. Et la Mmh. plupart du temps, c'est quelque chose qui manque, c'est qu'on attend que ça revienne magiquement, mais on ne se réentraîne pas pour que ça revienne. Alors qu'en fait, le cerveau, il est malléable, mais pour ça, il faut qu'on le sollicite.
Hmm. Ça, c'est un des endroits où des fois les gens gardent des séquelles, c'est un manque de, de rapidité intellectuelle, ils ne retrouvent pas leur mémoire comme avant, etc. Et puis ils se disent, ah ça y est, je suis blessé jusqu'à la fin de mes jours, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas ressollicité. Ouais. Et donc là, pour ça, il y a des accompagnements spécialisés. Pas, Comment ça se passe? pas très compliqué, c'est plutôt de l'ordre de faire des exercices de mémoire, faire des exercices de concentration, de vraiment s'entraîner tous les jours, s'entraîner, ça peut être même des sudoku, des mots croisés pour certains, il y en a qui font des maquettes, des bricolages, enfin tout ce qui solliciterait des endroits où on n'y arrive pas bien, hein. Si par exemple on a des troubles de la mémoire, ben oui, faites, si vous avez des enfants bas âge en plus, faites des jeux de mémoire avec les enfants, ils adorent ça en fait, ils sont très bons en plus. C'est vrai. Mes enfants sont meilleurs que moi à ce jeu-là. Contre, c'est la régularité, ça veut dire le faire pendant une certaine période tous les jours. D'accord. Ouais. Et comme un entraînement physique, c'est exactement la même chose. Après, quel que soit ce qu'on fait, il y a des personnes qui apprennent le solfège, il y en a d'autres qui apprennent une nouvelle langue. C'est tout ce qui va solliciter notre concentration, nos compétences intellectuelles. Alors ça, c'est pour les séquelles qu'on pourrait avoir encore au niveau intellectuel. Ce dont certaines personnes se plaignent, hein, des fois des années plus tard, hein. Hmm. Ça, c'est quelque chose à mettre en place très rapidement, en fait. Puis après, la deuxième part, c'est euh, la guérison du burn-out va se faire en changeant radicalement quelque chose à l'intérieur. Hmm. Si on repart comme avant, si on cherche les mêmes sensations qu'avant, j'aimerais être performante comme avant, j'aimerais pouvoir assumer mon travail comme avant, j'aimerais être aussi rapide qu'avant, avec ce rythme-là, etc. Comme si bah, c'est que quand je serai comme ça que je serai guérie. Hmm. Alors là, on se trompe, parce qu'en fait, la guérison, elle va venir d'une transformation. Ça veut dire que je vais transformer mon attitude au travail, je vais transformer peut-être les priorités de vie, que je vais peut-être mieux déterminer, clarifier. Donc, je vais poser peut-être mieux mes limites à certaines choses. Donc, oui, peut-être que si je considère tout ça, je serai peut-être moins performante qu'avant, parce que ma santé est importante, parce que mes proches sont importants, parce qu'il y a d'autres valeurs que je mets en avant, plutôt que la performance au travail. Donc, Ouais. il y a quelque chose aussi à comprendre, c'est accepter cette transformation intérieure Ouais. qui doit avoir lieu, même l'encourager, la cultiver. Et la plupart des gens qui guérissent d'une bonne manière, ce qu'ils vont décrire, c'est pas seulement qu'ils sont guéris, c'est qu'ils ont une meilleure qualité de vie, ils sont beaucoup plus clairs de ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Souvent, ils réintègrent leur rôle de parents, peut-être qu'ils avaient mis de côté. Ils sont beaucoup plus clairs d'assumer leurs valeurs. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer. Et puis ça, Hmm. c'est tellement bénéfique. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire un burn-out pour avoir une belle vie, hein. Mais ça révèle aussi Hmm. le danger de ne pas être conscient de préserver notre santé au travail. C'est Ouais. si important. Donc, les personnes qui ont fait un burn-out, elles sont très conscientes et très motivées à ne pas refaire un burn-out. Et Hmm. ça va les protéger. Donc, il y Ouais. aura une vigilance qui va s'installer aussi, qui va être importante à continuer de cultiver ça, en fait. Ouais. Ouais, donc le burn-out, enfin, ça peut être aussi une étape de vie qui permet de se réapproprier sa vie. Qu'est-ce qui a du sens pour moi, au-delà des attentes extérieures, des attentes des parents, de la famille, de l'univers global dans lequel on navigue, et de se dire, OK, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Donc c'est douloureux, évidemment, d'en passer par ça, mais enfin, moi, je vous rejoins, je connais énormément de gens qui me disent, et c'est aussi mon propre retour d'expérience, que ça a été douloureux et en même temps un moment euh, positif, finalement, avec une issue positive, parce que c'est l'occasion de se remettre effectivement sur ses rails. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Et je pense que, parce que des fois, on a besoin d'un changement radical dans notre vie, hein. Mm. Des fois, on passe d'un certain confort salarié avec un appart et du luxe, etc., à tout d'un coup, dans votre cas, hein, par rapport à un idéal aussi écologique, à tout d'un coup, peut-être rien.
ce changement radical, il y a besoin d'une motivation pour le faire. Mm. Et Ouais, être dans la souffrance, c'est une motivation de changement parce qu'on ouais, est, on est les pieds au mur. C'est comme si on ne peut plus avancer dans cette direction. Donc, on est obligé de se retourner pour trouver une autre direction. Puis c'est ça qui est, c'est peut-être un des bons enseignements qu'on peut prendre aussi des fois du burn-out, hein, cette forme de souffrance, c'est que ça nous aide. Tous les patients que j'accompagne, ils sont super motivés à changer plein de choses dans leur vie parce qu'ils ils veulent sortir de cette souffrance. ouais, c'est vital en fait. Euh, Ouais. ah oui, et c'est un cadeau au final. Mm. Ouais. Parce que sinon, on reste dans une certaine routine, un certain confort, c'est pas très confortable parce que ça heurte nos valeurs, puis en même temps, bah, on fait des compromis, puis on trouve toujours un petit endroit pour pouvoir faire des compromis avec soi-même, puis on se dit, ben, plus tard, je ferai Des ça, mais petits ajustements, bon, voilà, à la marge. de toute façon, tout le monde fait comme ça, donc moi aussi, je fais mon petit effort, etc. Puis finalement, bah, on est à côté de la plaque par rapport à ce qu'on souhaite au fond de nous. Puis que la vie, on n'en a qu'une, elle est précieuse. Enfin, je veux dire, Ouais. si on perd notre temps à vivoter ou à aller à l'encontre de nos propres valeurs pendant trop longtemps, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. Ça, c'est super intéressant. Je voudrais juste revenir sur un sujet qu'on a commencé à aborder tout à l'heure assez rapidement, parce que du coup, on a parlé des conséquences euh, au niveau mental du burn-out. En termes d'énergie, de vitalité, moi, ce que je constate beaucoup autour de moi, c'est que les personnes qui ont vécu un burn-out, mais qui n'a pas été accompagnées, ou en tout cas, il n'y a pas eu de accompagné seul ou avec un professionnel. Mais bref, il y a cette peur de la vague qui revient, de la suractivité qui peut de nouveau revenir avec ce que j'appelle des fusibles très sensibles au stress et à la suractivité. Mhm. Il faut créer des portes de sortie pour le stress. Ça veut dire si les personnes restent zen, tranquilles, et puis dans un calme, puis qu'elles s'habituent à ça, mais qu'elles ne créent pas des portes de sortie quand il y a une agitation, alors là, oui, le stress devient insupportable. Donc il faut apprendre à se défouler, il faut apprendre à être fluide avec le stress. Ça veut dire que le stress, basiquement, ça nous prépare à une action physique. Typiquement, attaquer, fuir. Hein. Dans les deux cas, c'est une action physique. Et puis, ce qui se passe dans notre quotidien, c'est qu'on a tendance à être trop sédentaire. On a tendance à rester calme, à se rétrécir, à rester petit finalement avec notre corps ou avec le potentiel de notre corps. Hein. On reste assis des heures devant un écran, on va peut-être parquer la voiture ou faire le minimum d'efforts pour les commissions, enfin que sais-je, on est formaté pour économiser notre énergie, alors qu'en fait c'est le contraire qu'il faut faire, c'est créer ces portes de sortie, faire les fous, euh, crier, chanter à tue-tête, éclater de rire, bouger le corps aussi souvent que possible, s'essouffler aussi. Une question à se poser, si on pose cette question-là, posez cette question-là autour de vous, hein, c'est combien de fois vous vous essoufflez au moins pendant 3 minutes par jour. Il y a des gens, ils ne s'essoufflent plus du tout, en fait, dans le confort, soi-disant confort hein, physique qu'ils ont, ils vont plus solliciter leur organisme comme il faudrait. Ça, c'est la chose à faire, c'est créer des portes de sortie, des soupapes de sécurité pour cette tension à l'intérieur. Ouais. Et du coup, on est mieux armé ou on peut mieux se préserver quand l'environnement devient de nouveau stressant et que ça nous met sous pression. C'est que la pression, on l'emmagasine et on sait comment la faire ressortir régulièrement selon ce qu'on a besoin. Mais sinon, c'est comme une marmite à vapeur. S'il n'y a pas de soupape de sécurité sur le couvercle, bah, il y a un moment donné, ça explose. C'est juste insupportable. En fait. Et ça Ouais. devient d'autant plus insupportable qu'on a vécu la souffrance du burn-out et qu'on va ressentir les mêmes indicateurs. Donc, et puis ça nous préserve, hein, cette réactivité-là, parce qu'on va devenir hypersensible finalement à une toxicité, à des environnements stressants, etc., ou même pour certains où il y a trop de bruit, où il y a trop d'agitation autour. Maintenant, il faut se réhabituer parce que c'est encore, malheureusement, peut-être une majorité d'entre nous, on va vivre dans ce bruit, dans ce stress ambiant, dans ces exigences, dans un certain nombre de contraintes. Donc, on doit s'habituer à ça. Et oui. Ok, bon, bah ça c'est super, super intéressant aussi, et avec toujours cette idée de revenir au corps.
Bon, on arrive au bout de cette interview ensemble. Encore merci, Catherine, pour toutes ces explications. J'espère que pour les personnes qui nous regardent, ça apporte de la clarté sur peut-être ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous voyez des gens vivre. Donc voilà. Pour information, si vous avez envie d'aller plus loin, donc Catherine a écrit plusieurs livres, dont la boîte à outils de votre santé au travail. Mais il y en a d'autres. Et il y a surtout un site internet ressources que moi je trouve très très riche avec un blog associé et donc des formations qui sont proposées et notamment pour les personnes qui se reconnaissent au profil au potentiel intellectuel. Je le précise parce que c'est la première fois que je vois ça, des formations sur le thème du burn-out voilà, pour ces personnes-là spécifiquement. Encore merci Catherine. Pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à aller sur le blog de La Forêt qui pousse. Vous découvrirez d'autres interviews de personnes inspirantes et j'espère que ça vous donnera des billes pour développer vos projets et une vie qui vous passionne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.